Bonsoir, bonsoir chers amis sportifs et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette autre sortie de votre émission Boulevard des Sports sur les antennes d'Horizon Croix Télévision. Boulevard des Sports de cet après-midi qui s'intéressera à plusieurs disciplines sportives dans le cadre de cette édition du 11 février 2025. On parlera de l'haltérophilie avec l'ouverture de la saison prévue le 1er mars 2025 à la maison du parti de Berthois. Le zoom sur les activités et même les préparatifs liés à cette ouverture de saison. C'est à retrouver au cours de cette émission qui débute à l'instant. On parlera également basketball au cours de cette production avec le Youssou Elite Championship dames et messieurs qui est également annoncé du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. En tout cas, on reviendra avec le décryptage du deuxième regroupement qui se tient de ce côté depuis le week-end dernier. C'est à retrouver en pause actu de cette émission qui débute à l'instant. On fera également un crochet du côté du championnat professionnel MTN Elite One et on reviendra cette fois-ci pour parler de l'insécurité autour de ce championnat, notamment avec ce qui s'est passé du côté de Bamenda lors de cette 11e journée et la rencontre PWD de Bamenda et Fort-Vazur Elite de Yaoundé, une rencontre qui a d'ailleurs été interrompue, il faut le signaler. Quelles sont les responsabilités à tirer à l'issue d'une telle situation? On en parle au cours de cette émission qui débute à l'instant, mesdames et messieurs, dans la rubrique consacrée à la découverte. On parlera de la balle orange avec la promotion du basketball sur le plan féminin, même masculin, avec cette académie qui fait d'ailleurs beaucoup de bien à tous les jeunes de la ville de Yaoundé. On en parle dans la pause découverte de l'émission qui débute à l'instant. On prend cette légère transition, on revient derrière pour présenter le panel déjà fièrement constitué. Le basketball nous intéresse cet après-midi, mais avant d'en parler, on reçoit le panel ou alors on déroule le panel de cet après-midi dans le cadre de cette émission. Je vous le disais dès l'entame de ce programme, il est déjà fièrement constitué. On va commencer par ceux-là qui nous font le plaisir d'être parmi nous pour la toute première fois dans le cadre de cette émission pour le compte de cette année 2025. Et ils sont avec nous pour parler notamment de l'ouverture de la saison 2025 du côté de la Fédération camerounaise d'haltérophilie. On va commencer par l'unique dame qui est avec nous sur ce plateau. J'ai nommé Raïssa Djifak. Elle est haltérophile et par ailleurs vice-championne d'Afrique. Bon après-midi et bienvenue sur le plateau de Boulevard des Sports. Bon après-midi à vous. Merci. Alors c'est un plaisir de savoir que vous êtes parmi nous cet après-midi, d'autant plus que vous êtes l'unique dame sur ce plateau et pas seulement une dame, vous êtes également vice-championne d'Afrique dans la discipline d'haltérophilie. C'est exact. Alors, vous n'êtes pas seul dans le cadre de cette émission et dans le cadre de cette actualité. Juste en face de vous, il est fièrement installé. Et lui également, c'est un mâle dominant sur ce plateau. J'ai nommé Lord Zali Woudje. Il est également haltérophile, médaillé de bronze africain. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, monsieur Alex Deconon. Merci. C'est un plaisir également de vous savoir parmi nous quand on sait véritablement le parcours que vous avez dans la discipline de l'haltérophilie sur le plan national et même international. Plaisir partagé, je suis content d'être parmi vous et on aura le temps d'en parler. Voilà donc qui est dit, on aura le temps d'en parler de vos différentes carrières en tant qu'haltérophile sur ce plateau et même de l'ouverture de cette saison qui est annoncée du côté de la maison du parti de Berthois le 1er mars 2025 et comme autre panéliste sur ce plateau, tout près de vous. Il s'agit de Ethel Richard Soumb qui est avec nous également dans le cadre de cette émission assez
assez intéressante et assez spéciale. Et lui également, il pourra donner son avis sur les différentes questions qui seront abordées sur ce plateau. Etel Richassoum, bon après-midi et bienvenue sur le plateau de Boulevard des Sports. Bon après-midi à Alex, bon après-midi au panel, bon après-midi à tous les téléspectateurs de H3. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous cet après-midi. Voilà donc qui est dit, puisqu'on sait véritablement compter sur vous en ce qui concerne les questions d'analyse sur le plan sportif d'une manière générale et même sur le plan du basketball et du football en particulier. Mais vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Juste en face de vous, il s'agit de Thérisé qui ne se sépare pratiquement jamais de son chapeau. Voilà, il est reconnaissable à partir de ce chapeau-là. Il est avec nous une fois de plus cet après-midi pour donner son expertise autour des questions que nous allons aborder sur ce plateau. Thérisé, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi à toi Alex, bon après-midi voilà à ton riche panel, bon après-midi aux inconditionnels du Boulevard des Sports, bon après-midi voilà à tous ceux-là qui au jour d'aujourd'hui sont engagés dans la fête de la jeunesse, bien des choses à cela. Je pense en particulier à la jeunesse des Boulevards qui voilà a bien voulu inviter Boulevard des Sports. Dans leurs locaux, c'est-à-dire l'équipe de jeunes de Bolova. Mais bon, néanmoins, ça n'a pas pu être fait. On verra comment ajuster et réajuster cela. Mais bon, comme j'ai pour habitude de le dire, j'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Voilà qui est dit également. Bonne fête de la jeunesse à tous ceux qui nous regardent de par le monde entier. Et on va prendre cette légère transition pour parler notamment en pause découverte de cette émission de l'initiation en basketball sur le plan national. On vous le disait, c'est une discipline qui donne d'ailleurs beaucoup d'avantages et lorsqu'on parle de cette discipline, c'est également avec la formation à la base. Regardons cet élément et on revient juste derrière pour poursuivre cette émission. C'est dans l'objectif de former, tout en assurant l'avenir du basketball camerounais, que l'Académie Bouquet Basketball a organisé ce tournoi de gala au parquet de l'École nationale supérieure de Yaoundé. Une compétition qui a rassemblé les catégories des poussins de moins de 10, 12, 14, 16 à 18 ans autour de la balle orange devant des parents, amis et amoureux de la discipline. La promotrice de cette académie n'a pas caché son sentiment de satisfaction. L'objectif visé d'abord, c'était pour promouvoir le basket toujours dans la région du centre d'abord. Et de montrer mon académie au grand public en fait. Parce que la BBA c'est une jeune académie, on a 2 ans comme vous avez vu, elle n'est pas encore connue comme les autres académies, Onyx, Bayan Academy et la Pépinière. C'était un peu ça aussi, avoir une visibilité, faire connaître la BBA du monde du basket. Particulièrement remercier les parents qui sont venus. Je dis souvent, sans les parents, les enfants sans leurs parents ne sont pas du tout bien accompagnés. Le basket, c'est un sport qui a besoin de beaucoup d'accompagnement, qui a besoin d'investissement. Et pour ça, pas mieux que les parents pour investir pour leurs enfants. Alors, je recommence par, je ne cesserai de remercier les parents qui se sont vraiment immobilisés pour que cet événement soit, comme vous l'avez constaté, à la dimension de notre académie. L'Académie Basketball Bouquet en a profité pour évaluer les capacités de ces jeunes à travers un match face à l'Académie Pépinière. Duel remporté par les visiteurs avec 2 paniers d'écart. Après un match âprement disputé, la cérémonie s'est achevée avec une remise de médailles et de parchemins à tous les récipiendaires. Bon retour sur le plateau de Boulevard des Sports, mesdames et messieurs. Après cet élément qui revenait sur la formation à la base en ce qui concerne la discipline liée à la balle orange avec nos invités sur ce plateau. On va aborder le premier thème de cette émission. Je vous le disais, on s'intéresse à l'haltérophilie cet après-midi pour parler de l'ouverture de la saison 2025 à la Fédération camerounaise d'haltérophilie, une actualité qui nous intéresse particulièrement cet après-midi. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau une fois de plus Raïssa Difak et puis Laure Nzali Woudje pour en parler. Peut-être pour commencer avec vous, Laure, sur le plateau.
Avant peut-être l'ouverture de la saison 2025 du côté de la Fédération camerounaise d'haltérophilie, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des différentes activités qui se sont, ou alors qui, voilà, qui se sont tenues lors de l'année 2024 de ce côté? Bon, avant de commencer l'ouverture de saison à la Fédération camerounaise d'haltérophilie, les activités sont concentrées beaucoup plus dans les clubs. Donc chaque club forme ses athlètes afin que, le jour de la compétition, chacun vienne performer. Chacun vient de performer et lorsque cette compétition arrive, on aura sans doute plusieurs catégories qui vont entrer en compétition. Et peut-être pour également coller un mot à ce niveau, Raissa Difak, on annonce l'ouverture de la saison du côté de Bertois, notamment à la maison du parti. Vous qui êtes un cadre du côté de l'haltérophilie au Cameroun, est-ce qu'on n'a pas un peu peur, voilà, de l'adversité du côté de Bertois? C'est vrai que de ce côté également, on pratique de l'haltérophilie. L'ouverture de saison, déjà, pour ce qui concerne l'adversité, bon, je ne dirais pas que on a peur, je ne dirais pas que nous sommes frustrés ou bien. Pourquoi? Parce que si nous sommes préparés, Oui. nous sommes prêts et chaque jour on va aux entraînements, on s'entraîne et plus tu t'entraînes, plus ton mental, tu es galvanisé. Donc, et on sait ce qu'on va faire, on a l'habitude de faire et c'est tout. Et voilà qui est dit, à vous entendre parler. On a comme l'impression en tout cas que voilà, c'est déjà gagné d'avance parce que c'est quand même Raissa Difak qui parle et pour ceux et celles qui vous connaissent du côté de la Fédé, on sait véritablement de quoi vous êtes capable en termes de performance. Ben, si on revenait peut-être sur l'ouverture de cette saison proprement parlant, Laure Zali, qu'est-ce qu'on devrait retenir d'entrée de jeu autour de cette ouverture de la saison? Bon, déjà, la Fédération camerounaise essaie un peu d'étendre ses tentacules dans toutes les régions pour pouvoir organiser les compétitions un peu partout, ce qu'il n'y avait pas avant, donc déjà c'est un bravo. Et ça va permettre aussi aux plus jeunes, à nos athlètes plus jeunes de pouvoir se déplacer dans le pays et profiter des avantages du sport. Assez intéressant quand on sait véritablement que le choix a été porté du côté de la ville de Bertois, la région du soleil levant. Peut-être qu'avec nous, nos invités sur le plateau, qui auraient également quelques questions à poser. Bon, peut-être pas des questions en tant que telles. C'est vrai que c'est un peu surprenant de toujours voir une dame faire dans ce milieu, parce que ça implique beaucoup d'efforts, ça implique beaucoup, comment on va dire ça, peut-être beaucoup d'alimentation. Mais moi, la question que je vais poser est celle de savoir, qu'est-ce qui vous amène dans l'haltérophilie? Pourquoi pratiquer ce sport? Qu'est-ce qui vous y amène? Et est-ce que vous vous sentez à l'aise dedans? Après, est-ce que vous n'avez pas des problèmes pour des hommes? Parce que lorsqu'un homme voit une femme assez baraquée, parfois on a peur. C'est vrai que ma question elle est un peu déplacée, mais bon. Non, elle n'est pas déplacée. C'est les questions qui reviennent souvent. Chaque fois, c'est toujours les questions qui reviennent. C'est pas la première fois qu'on me pose ce genre de questions. Ouais. Bon, ben, ce qui m'amène dans l'haltérophilie, c'est, comme je l'avais dit si bien une fois la dernière fois, j'ai pas été regardée. Je me suis retrouvée un jour en train d'aller vendre. J'ai pas été vendre le foléré. Voilà, dans un club. Et ce jour, c'était une compétition interclub. Et du coup, j'ai vu des femmes pratiquer. J'ai dit que la première fois, j'avais d'abord rigolé, mais c'est pas possible. Comment les femmes peuvent. Et il y avait donc une fille, j'aime toujours parler d'elle, elle est un peu comme mon idole. Et la façon dont elle faisait le mouvement était différente de la façon dont les autres filles exécutaient le mouvement. Ouais. Et quand elle s'est déshabillée, waouh, elle avait la beauté du corps. C'est la première des choses qui m'a. Elle était tracée. Je dis que waouh, donc une femme peut être aussi comme ça. C'est comme ça que j'ai dit que bon, yo, c'est ici. Et puis j'ai commencé. Et j'avais un coach qui me motivait. Il disait toujours que tu peux aller loin avec. Il faut persévérer. Parce que c'était pas facile. La première fois que je suis venue, le lendemain, je n'avais plus envie de revenir. Et la malchance que j'avais, c'est que j'étais en bas. Le club était en haut et ma maison était en bas. Donc ils venaient me chercher tous les jours. À force de pratiquer, j'ai commencé à aimer. Et puis, mon corps a commencé à... Je ne veux pas dire que j'étais... il ne faut pas que je dise que j'étais pas bien formée. Non, j'étais quand même... Mais ça a arrangé, ça
ça m'a défini le corps, ça m'a... Et du coup, j'ai pris goût en faisant les compétitions et tout ça. Bon, au niveau en tant que femme, il faut d'abord, c'est vrai qu'on a ce problème-là, nous les femmes, parce que quand tu rencontres un homme et quand tu lui dis que tu fais l'haltérophilie, il commence à... Il faut d'abord que les gens sachent que nous sommes d'abord des femmes, c'est d'abord ça. Nous sommes d'abord des femmes, donc la femme prend sa place de femme d'abord. C'est vrai qu'il y a des moments où quand l'on fait un genre, tu veux gronder, c'est pas toi qui fais, c'est une nature que au fur et à mesure que tu pratiques le sport, tu développes une nature du caractère, genre femme de caractère quoi. Et puis, sans mentir, parfois ça impacte. Donc avec le temps, quand tu constates, tu te ranges, quoi. Je crois que je vais utiliser ce mot. Et moi j'ai 2 enfants, ça n'empêche rien, tu peux faire ton sport, tu peux accoucher tes enfants. Moi j'ai accouché, j'ai mes 2 enfants. Donc, d'accord. Et peut-être maintenant une autre question qui vous concerne à deux. Hein. Quel est, comment on va dire, s'il fallait peut-être parler de santé, je vais poser la question de savoir quel est l'état de l'haltérophilie au Cameroun. Quelle est la santé de l'haltérophilie au Cameroun? Ça va bien, ça va pas bien? Est-ce que vous pensez que d'ici, combien on va dire, peut-être d'ici, je ne sais pas si chez vous aussi sont les saisons, est-ce que vous pensez que d'ici peut-être 5 à 4 ans, on pourra présenter l'haltérophilie comme étant peut-être un sport second au football, c'est-à-dire un sport qui arrache peut-être la vedette au football? Est-ce que c'est possible? Je dirais oui. Oui, parce que même présentement, l'haltérophilie n'est pas très vulgaire. Mais je tenais à rappeler ici sur le plateau que l'haltérophilie est la discipline qui a rapporté le plus de médailles au Cameroun jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai. Malgré que c'est une discipline qui n'est pas trop vue. L'état de l'haltérophilie, déjà, en interne, il y a beaucoup de changements. Récemment, on a sélectionné quelques athlètes de l'équipe nationale des seniors pour faire une formation en tant que des encadreurs, en coopération avec la Fédération française de l'haltérophilie. Donc on voit qu'il y a quand même des changements et on espère que ça va aller crescendo. Right. Voilà qui est dit. Est-elle peut-être également qu'il y avait une préoccupation? C'est vrai que quand on va dire quoi, quand on faisait les recherches, on sait que l'haltérophilie c'est parmi l'une des disciplines qui a donné une médaille aux Jeux Olympiques au Cameroun, parmi les 6 disciplines. Notamment en 2012, on se souvient encore de cette médaille de bronze remportée, je crois, par Dodo Mathias, voilà. Et est-ce que vous avez également cet objectif-là d'aller au sommet? C'est vrai que vice-champion, 3e, est-ce que vous visez également ce sommet-là, participer aux Jeux Olympiques, être également sur la plus haute marche du podium? Est-ce que c'est également un rêve que vous voulez? Bien sûr que c'est un rêve pour moi de participer aux Jeux Olympiques. Et pour ça, il y a des étapes, comme on peut dire, il y a des étapes, par exemple, il faut passer par qualification, voilà, de la Coupe du Cameroun. C'est un parcours qu'on ne doit pas négliger parce que c'est ça qui fait de toi, enfin, c'est ça qui te propulse. Voilà, parce que tu commences, après l'ouverture des saisons, on a un championnat d'Afrique. C'est à partir de là que tu vas commencer à te démarquer. Après ça, il y a des compétitions, il y a des Jeux islamiques, il y a des championnats du monde qui sont en cours. Donc, et il faut bosser dur pour arriver. Donc, en tout cas, on souhaite bonne chance, pourquoi pas. C'est vrai, mais après, peut-être moi je vais ajouter, mais vous, en tant qu'athlète, qu'est-ce que vous décriez? C'est-à-dire, quels sont les problèmes que vous dénoncez dans l'haltérophilie? À chacun son tour, hein. S'il y a des problèmes. Non, il y a des problèmes. C'est tout. Chacun a un problème. Forcément, il y a toujours des problèmes. Mais... Quelque chose que vous décriez, le plus que vous souhaiterez apporter, ou alors ce que vous souhaiterez enlever, ça dépend. Mettre ou enlever. Ce que nous, on souhaite participer au maximum de compétitions. Ouais. Parce que c'est le problème qu'on rencontre dans notre fédération. On a les athlètes qui sont à la hauteur, il y a certaines compétitions où on ne participe pas, et parfois ça impacte sur le processus de qualification. Donc de ce côté-là, si on pouvait participer au maximum de compétitions, ça pourrait faire plaisir à tous les athlètes. Tu l'as tout dit. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retirer? Non.
Ok, d'accord. Voilà donc qui est dit. Merci pour cette première vague de réaction avec la dextérité de Rodrigue Ndje qui assure la diffusion de cette émission. On aura l'opportunité de voir quelques séquences pour ceux qui n'ont pas idée de quoi on parle, en tout cas lorsqu'on mentionne l'haltérophilie. Ils auront l'opportunité de voir ces différentes séquences défiler au fur et à mesure qu'on va développer cette thématique et peut-être avec l'expertise qu'on a sur le plateau, on pourra expliquer les différents mouvements qui sont exécutés dans les vidéos qui vont passer d'un moment à l'autre. Alors, Laure, si on revenait à vous sur le plateau, pourquoi n'avoir pas choisi une autre ville que celle de Bertoua? Est-ce qu'il y a eu des raisons particulières qui ont milité pour que le choix soit porté sur la ville de Bertoua? Pourquoi pas Douala? Pourquoi pas Bafoussam? Et j'en passe. En réalité, ça aurait toujours pu être organisé dans une autre ville. Oui. Parce que le calendrier de la fédération stipule que chaque région va recevoir une compétition. Sauf que Bertoua s'est porté garant de recevoir l'ouverture des saisons. Il y aura d'autres compétitions, Douala, Bafoussam, tout au long de la saison. Voilà donc qui est dit pour permettre également à toutes ces autres régions de bénéficier de ce qu'on voit en image. Alors Aïssa, est-ce qu'on peut avoir un petit commentaire des mouvements qui sont exécutés là pour ceux qui nous regardent à la maison? De quoi il s'agit concrètement là? D'accord. Là, on va parler de l'arraché, qui est le premier mouvement en haltérophilie. Donc, il s'agit de décoller la barre du sol directement au-dessus des épaules. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arraché. C'est le tout premier mouvement en haltérophilie. À ce niveau, l'haltérophile qui voilà, comme c'est mentionné, arraché, est-ce qu'il faudrait mettre plus de temps avec la barre plus haute ou alors on juge le mouvement sur la vitesse d'exécution qui tend du sol pour le haut? Comment se fait la différence s'il faille peut-être classer un athlète ou départager un athlète de l'autre? Ce qui fait la différence, c'est que déjà qu'il y a des arbitres. Ce sont des arbitres qui déterminent si ton essai est réussi ou pas. Oui. Donc, vous voyez là, il y a 1, 2, 3. Ça veut dire un premier essai, deuxième essai et troisième essai. Donc, quand il décolle la barre du sol pour le haut, jusqu'à ce qu'il soit stable, parce que tu peux arracher et les bras doivent être vraiment tendus. Parce qu'il y a des fautes chez nous, il y a des fautes comme ça. Par exemple, c'est une faute. Donc, si tu as fait ça, c'est déjà une faute. Si tu décolles la barre et ça dépasse le genou, c'est déjà une faute. Maintenant, si tu es arrivé et que tu n'es pas stable, il faut avoir les pieds stables, les bras bien fermes et l'alignement des pieds. Tant que tu n'es pas aligné, l'arbitre va te regarder jusqu'à ce que tu sois aligné. Oui, jusqu'à ce que tu sois aligné, les bras bien verrouillés. Mais ça, c'est une punition? Non, c'est la règle comme dans toute discipline, il y a un règlement. Préparation. Tu es bien préparé, tu ne veux pas. Alors le mouvement, oui, allez-y. Vous voyez, les bras sont finis jusqu'à ce que... Voilà, donc il n'a pas la stabilité au niveau des jambes. Si tu n'as pas la stabilité au niveau des jambes, en haltérophilie, c'est un truc qu'on travaille beaucoup, la stabilité. Il faut aussi travailler les muscles parce qu'on voit qu'il peut se déboîter. Bon, oui, c'est vrai, il y a des mouvements spécifiques pour ça. Au sol. Voilà, je savais que tu pouvais pas. Alors, sur le plateau, est-ce que lorsqu'on soulève ces différentes barres, est-ce que cela, on tient compte du poids de l'athlète avant de soulever ces barres, ou alors ça dépend de votre engouement, de votre force, que vous pouvez aller au-delà peut-être de votre poids? En réalité, chez les plus jeunes, même chez les seniors, chez nous, ce sont les coachs qui définissent souvent les barres, les charges à laquelle l'athlète doit passer. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec le poids du corps. C'est vrai que plus tu es lourd, plus tu es fort. Chez nous, c'est comme ça. Plus tu es lourd, plus tu es fort. Donc, quand un coach demande une barre pour son athlète, on charge la barre, l'athlète vient, il exécute, s'il réussit. Il peut demander une barre encore supérieure, on charge, s'il réussit, ainsi de suite. Mais il n'a droit qu'à 3 essais. C'est vrai que la question qui revient souvent la plupart des temps est celle de savoir de quoi est constituée votre alimentation. Parce que à regarder les efforts qui sont fournis là, on se dit quand même que c'est une grosse palette que vous devez manger pour, n'est-ce pas, dégager une telle énergie. En réalité, tout beaucoup sport, de fruits, beaucoup de légumes. Le football, que ce soit le football, l'haltérophilie, que ce soit, nécessite vraiment une récupération conséquente. Chez nous,
bon, notre pays, on n'est pas structuré de telle manière que l'athlète sait que quand il finit s'entraîner, il prend ça, il prend ça, il prend ça. Nous, on se bat, on récupère beaucoup plus avec le sommeil. Oui. Donc, on nous a conseillé que le sommeil, c'est la meilleure des récupérations. Mais après également, Raïssa, il y a sans doute une hygiène de vie particulière qu'il faut suivre. Pas d'excès, pas d'alcool, pas de... Bon, généralement, pour un athlète de haut niveau, tu es contraint, tu as des limites. Tu ne peux pas tout faire, tu peux pas... comme il a si bien dit, un athlète de haut niveau demande beaucoup de repos, beaucoup de récupération. Donc, c'est-à-dire, après les entraînements, tu ne vas pas dire non, voilà, je m'en vais, tu dois te reposer. Tu consommes pas d'alcool? Il faut consommer. Si je consomme de l'alcool, mais à faible degré. Non, c'est bon, il faut consommer de l'alcool. Oui, bon. C'est quel conseil à un athlète? Non, c'est pas un mauvais conseil en tant que tel. Après, on nous a dit à l'hôpital que un peu d'alcool, c'est pour, comment on appelle ça déjà? Il y avait une petite maladie là. Aucune maladie ne se soigne pas. Comment? Voilà, méningite, on nous demandait de souvent picoler un peu. Non, à un moment, il faut faire de la fête. Non, mais soyons sérieux. Non, il y a le on temps peut de faire la fête avec l'eau. Non, besoin d'alcool. Non, si on consomme de l'eau, on va se laver avec l'eau après. Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Mais néanmoins, je ne demande pas qu'elle consomme tout le temps. Oui. Mais peut-être une fois par an, peut-être 3 ou 2 fois par an. On ne sait pas. Là, oui, c'est possible. Là, je suis d'accord. Oui, mais pas dire qu'elle ne consomme pas totalement après. Là, je suis d'accord. Consommer. Moyennement. Ok, mais peut-être moi, je vais balancer une autre question. Hein. Allez-y. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'extérieur? C'est-à-dire, quand vous sortez hors du 237, que vous êtes face aux autres athlètes, face aux autres, comment on va dire, fédérations et autres, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La question elle est partagée, hein. À qui veut répondre? Bon, quand nous sommes à l'extérieur, les difficultés que je peux dire, selon mon expérience, c'est que chez nous, les compétitions, bien qu'on les organise, le niveau, je vais dire quoi? Par exemple, on prend une compétition comme le championnat d'Afrique, il y a des écrans, il y a des minuteurs, donc genre, la technologie est un peu avancée. Donc c'est la difficulté qu'on rencontre, surtout pour un athlète qui n'a jamais eu à faire une compétition internationale. Une première fois, il sera un peu ébahi par tout ça et ça peut le déconcentrer. Donc, pour nous, nous avons déjà fait plusieurs compétitions, donc c'est pas trop comme une difficulté, mais pour les autres qui viennent derrière, ils auront ça comme difficulté. Ça a été pour votre première? Ça a été le cas pour moi, mais j'étais bien entouré. Il y avait notre capitaine, j'étais bien entouré et ça s'est bien passé. C'est la même chose? Bon, pour moi, je vais parler du climat. Ouais. Oui, c'est pas souvent, c'est pas parfois évident. La neige et tout. Oui, la neige et peut-être, si nous rencontrons, s'il fait chaud, et puis tu arrives là, il faut t'acclimater, ça prend vraiment du temps. Il y a le décalage horaire aussi qui fait souvent problème. Assez intéressant en tout cas pour ceux qui nous regardent à la maison. Alors pour l'ouverture de cette saison, chers haltérophiles sur le plateau, il faut déjà peut-être rappeler que vous serez de la partie comme compétiteur, c'est déjà ça? Ou alors vous serez en back-office? Effectivement, la compétition concerne tous les athlètes de tous les niveaux, cadets, juniors, seniors, même débutants. Donc nous serons de la partie. A dit que ceux qui sont amoureux ou passionnés d'haltérophilie pourront prendre part à cette ouverture de saison? Oui, tous les amoureux. En tant que spectateur, oui, mais pour participer, il faut avoir une licence déjà de la fédération. D'accord. En tant que débutant? Oui, il y a les débutants. Quand tu es débutant, tu peux une licence pour participer à la compétition. Voilà donc qui est dit, Thérisé, qui souhaite revenir. Peut-être une question, je dis ça, je dis rien. On a vu au JO des athlètes de certains pays qui ont pris la poudre d'escampette. Il ne nous est jamais arrivé de vouloir prendre la poudre d'escampette de l'autre côté. Ça, je demande, je dis ça, je dis rien. Parfois ça arrive, on se dit bon, on a la chance d'être hors du pays, nous sommes peut-être en Chine, nous sommes peut-être en Afrique du Sud, au Maroc et autres consorts. Est-ce que l'idée n'est pas venue de prendre la poudre d'escampette? C'est venu, mais après il y a eu des bons conseils. Forcément. Mais pour moi, pour ma part, vu que par exemple, pour moi, j'ai des objectifs à atteindre. Prendre la fuite, pour moi, je ne pense pas que ça serait l'idéal. Donc,
Peut-être après, on ne sait jamais. Peut-être bien parti et après, quand on est de l'autre côté, on sait que ça rapporte un peu plus. On peut se dire que bon, on a des enfants, mais après, on aura beaucoup. Ça fait aussi plaisir de défendre les couleurs de son pays. Ouais. Ça fait aussi, ça fait chaud au cœur. Donc, pour le moment, nous sommes là. D'accord. Voilà qui est dit, un phénomène qui est davantage récurrent aujourd'hui avec cette fuite des athlètes lors des compétitions, comme vous l'avez si bien signifié, mon cher Thérisé. Peut-être également, sur la question, un avis à ce niveau. Est-ce que vous pensez que ceux qui le font ont leurs raisons particulières ou alors ils ne devraient pas le faire aujourd'hui? C'est en fonction des conditions dans lesquelles ils vivent dans leur pays qui les amènent à quitter, ou alors il y a d'autres choses qu'ils vont voir lorsqu'ils arrivent hors de leur pays? Bien évidemment, je ne peux pas donner le conseil à un athlète. Chacun sait pourquoi il fuit, chacun sait pourquoi il reste. Oui. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore eu l'intention de fuir. Pour le moment, j'ai des objectifs à atteindre. Et pour un meilleur athlète, il est mieux, il est préférable pour un athlète d'avoir des records avec son pays avant de réfléchir s'il faut fuir pour partir. Non, mais peut-être lui pas pour ne plus continuer dans le sport. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que ça dépend de chacun. Chacun a ses objectifs de vie. Il y en a qui viennent dans le sport peut-être pour fuir, il y en a qui viennent pour être des champions. Donc du coup, ça dépend de chacun. Voilà donc qui est dit, peut-être tel qui... Comme il dit, chacun ses choix. D'aucuns prennent on va dire quoi? La poudre d'escampette. D'aucuns restent toujours, obtiennent des médailles, rentrent, avoir des lauriers et continuent à servir leur pays. Donc, nous, on va valoriser ceux-là qui servent toujours leur pays. Au 237, on n'aime pas trop mettre en exergue ceux qui fuient pour représenter d'autres pays. Et après, ils reviennent pour dire que non, on revient au Bercail. Non. Vous êtes partis, restez là où vous êtes là-bas. Nous, on va valoriser ceux qui défendent là où ils sont nés et qui font en sorte qu'on puisse progresser. C'est ce qu'on recherche, la progression toujours et l'amélioration des conditions de vie. Vous n'allez pas faire comme si vous êtes avec nous, pourtant vous n'êtes pas avec nous. Donc, c'est un peu ce qui me désole quand j'entends qu'un athlète a fui son pays pour partir de l'autre côté et que quelques temps après il revient faire comme si il avait l'amour du pays. Non, quand tu as l'amour du pays, tu restes. Tu pars pas ailleurs. Donc c'est un peu ça. Donc si il y a des athlètes qui ont cette pensée-là, bon, qui restent avec leur pensée, qui ne partagent pas la pensée-là pour les autres qui ont l'amour du pays et qui veulent bien faire. Donc c'est un peu ça. Voilà donc qui est dit, et peut-être concernant toujours cette ouverture de saison qui est annoncée, est-ce qu'on peut avoir des innovations, s'il y en aura, pour le compte de cette nouvelle saison? Qu'est-ce qui est prévu de nouveau dans le cadre de cette nouvelle saison du côté de la Fédération camerounaise d'haltérophilie? Est-ce qu'il y aura une touche particulière pour soit les activités, soit les compétitions, soit pour les haltérophiles qui prendront part à cette cérémonie? Bon, comme je disais tantôt, j'ai souligné tout à l'heure que la fédération avait organisé une formation pour des officiels, les entraîneurs. Donc déjà au niveau de l'encadrement, il y aura plus d'encadreurs qu'avant. Donc je pense que c'est une innovation pour nous. Donc c'est un plus. Voilà qui est dit. Allez-y. Est-ce qu'il y a un record à battre lors de cette compétition? C'est une compétition individuelle dont les records sont individuels. Donc c'est pas catégorie, je veux dire. Donc jusqu'à présent, on va dire la plus lourde charge soulevée, si vous savez. Bon, ça dépend des catégories. Ça dépend des catégories. Dans votre catégorie peut-être, si vous ne pouvez pas battre un record. Je suis en 94, c'est vrai que les anciens qui étaient là avant ont mis des records que jusqu'à présent on n'a pas encore pu battre. À combien? Je pense 150 160 160 à l'arraché, 204 je pense à l'épaule jeté. 150 à l'arraché. 150 à l'arraché et 204 je pense. 200 ou 195. 195 195 à l'épaule jeté. Épaulé jeté. Bon, c'est-à-dire 200 comme ça là. Ouais. Ouais, non mais sérieux, je fais ça.
Ah bon? Ouais, c'est rien, je peux faire un 200. C'est un record. Vous n'êtes pas sur Non, c'est un record. Non, j'ai vu. Thierry, On était à la finale ensemble. Thierry. Je pense la finale, on était à la finale. L'année dernière. Oui, j'ai vu plus petit que moi faire des trucs. Ah Ça bon? veut dire que je peux. Ça veut dire il me pas? faut juste la technique et je fais un arraché. Moi, j'aime bien. Bien être courageux. De toutes les façons, vous ne perdez rien à vous rendre du côté Des de la Berthois. maison du Payez parti. votre Voilà. licence et- Vous payez votre licence et On pourra le faire. On verra de quoi vous êtes capable de pourra le théoriser. faire. Et lorsqu'on parle de l'haltérophilie également, c'est pas une partie de plaisir, mais vous êtes déjà dévoué à soulever. C'est vrai que moi j'aime le sport. Moi, j'aime pratiquer le sport avec toute discipline. Et c'est vrai que je veux le muscle. Vous vous êtes intéressé récemment au rugby, Oui, c'est vrai. que vous n'avez pas encore pratiqué. Pas encore. Je le ferai. Je prends des rendez-vous et je le ferai. Je vais satisfaire tout le monde et je pense que. Vous pouvez aussi rendez-vous à l'hôpital parce que. Bon, après. Il faut aussi prendre rendez-vous là-bas. Peut-être bien, on verra. Voilà donc qui est dit. On prend une légère transition, on revient derrière pour poursuivre le débat. Voilà, bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Après cette première partie du débat, on va poursuivre avec le débat sur l'haltérophilie. Le temps pour nous de prendre d'abord cette autre actualité concernant cette fois-ci le football au cours de cette émission. On revient sur la question d'insécurité qui plane toujours autour du championnat professionnel MTN Elite One. Et le dernier cas qui revient, c'est celui visible du côté de Bamenda lors de cette rencontre comptant pour la 11e journée qui a mis aux prises PWD de Bamenda contre Fauve-Azur Elite de Bamenda. On va regarder ces séquences pour avoir une idée de ce qui s'est passé de ce côté et on revient derrière pour en parler. Merci beaucoup, mesdames. Merci, on a compris. Ok, merci. S'il vous plaît. Les gars, oh, maintenant c'est bon, on reste calme. Les voilà qui reviennent. Hein? Les voilà qui reviennent. Les voilà qui reviennent. Vous voulez qu'on joue? Les voilà qui reviennent. Les voilà. On doit mourir ici là. Les voilà qui reviennent. Les voilà qui reviennent. Les équipes quittent le stade. Escorté par l'armée, ouais. Il n'y a plus de match. L'armée a décidé qu'il n'y a plus de match. L'armée décide qu'il n'y a plus de match et escorter les équipes. Donc nous sommes en train de quitter les lieux. On attend votre signal, mon commandant. On attend votre signal. Il y a ceux qui sont là-bas. Oui, il attend que les gars sont partout. Grâce à l'armée, plus de 100 hommes en tenue. Ce n'était pas là. On ne sait pas ce qu'il y a des des enfants de tuer. Cette armée vaillante, grâce à elle. Ok, mon commandant.
Voilà, bon retour sur le plateau après cette séance de visionnage concernant ces différents extraits. Et tel Richard Soum, on a là une image des joueurs qui sont tout simplement dans la panique totale après l'interruption brusque de cette rencontre due au coup de feu. Est-ce qu'on peut se dire que c'est une situation qu'on pouvait éviter pour ne pas en arriver là? Bon, on va déjà souhaiter bon courage à tous ceux qui ont vécu ce traumatisme-là et vivement que cela ne se répète plus. C'est vrai que c'est quand quelque chose est déjà arrivé qu'on se dit on pouvait l'éviter ou bien on devait l'éviter ou bien on va seulement tirer les conclusions. Moi, la première chose, c'est quand vous voyez déjà ce stade, c'est vrai qu'on dit toujours le stade est beau, le gazon est bon, mais c'est l'aire de jeu qui est toujours un problème. Parce que même quand on part jouer du côté du centre technique de la FECAFOOT, il faut un certain encadrement. Quand vous partez jouer à l'annexe Omnisport et autres, peut-être au stade d'Olimbé, vous voyez, il y a les gradins, il y a des portes, il y a des barrières, et tout est encadré. Donc, de façon à ce que s'il y a un problème, on puisse fermer les portes et sécuriser les joueurs. Mais là, vous voyez, on est dans un espace où tout est ouvert. Il y a la brousse de l'autre côté, il y a la route de l'autre côté. Donc, même, on va dire, un chauffeur fou peut venir et faire des dégâts de ce côté-là. Donc, c'est un peu le bémol que je puisse faire. Quand on voit le terrain de jeu choisi par, on va dire, les clubs, même l'organisateur et autres, c'est vrai qu'on dit toujours le problème, c'est l'argent. Parce que pour organiser de telles compétitions, il faut être fourni, il faut avoir de l'argent, il faut payer auprès de l'ONES pour l'entretien du stade et tout. Mais si on n'a pas cet argent, pourquoi organiser des rencontres de haut niveau? Parce qu'on parle quand même de l'Elite One. Ce n'est pas un championnat du quartier ou un championnat d'élite ou un championnat de vacances. Non, c'est quand même un sport, un championnat d'élite qui, en principe, si on va dire le Cameroun était le Cameroun comme il était avant, on devait diffuser ce genre de match à la télévision. Et quel genre de spectacle on aurait eu? Non, donc il faut qu'on revienne à être sérieux, qu'on puisse organiser des rencontres d'élite dans des stades de niveau sérieux pour qu'on n'en arrive pas à ce genre de problème. On a eu la descente des officiels de la Fédération camerounaise de football qui ont juste jugé peut-être l'état de la pelouse, l'état sécuritaire, et on a posé le bémol. Comment un match organisé dans ce terrain, il n'a pas assez de sécurité. Alors, sans toutefois vous couper, tel Richard, on a vu la Fédération camerounaise de football qui a demandé aux différents clubs de trouver les terrains de jeu pour abriter leurs rencontres. Est-ce qu'à ce niveau-là, PWD de Bamenda n'avait pas un autre choix ou alors était déjà dos au mur, puisqu'on sait que c'est également sur cette même pelouse que Young Sport Academy reçoit ses rencontres chez les filles en Guinée Super League, c'est du côté de Bambili. Non, même si le club trouve un stade, il faut que l'organisateur se rassure que je veux bien jouer mon championnat dans ce stade-là. Si l'organisateur a jugé qu'il peut jouer, ça lui incombe également. Moi, le bémol, comme je disais tantôt, c'est, on va dire, l'espace de jeu, le terrain de jeu. Quand on voit ce genre de jeu, de terrain où c'est situé, franchement, on ne doit pas jouer un match d'élite de ce côté-là. Donc, je vais dire, la fédération a fauté parce qu'elle devait dire au club, que ce soit PWD ou Young Sport, qu'on ne peut pas accepter votre terrain, votre aire de jeu. Mieux vous jouez du côté de Mbouda où vous jouez toujours, ou du côté de l'ouest, là où le terrain est plus sécurisé, ou même si la pelouse est de mauvais état, mais il y a quand même une sécurité qui est garantie de ce côté-là. Donc je veux dire la faute à la fois au club qui a choisi, on va dire, un stade un peu reculé où il n'y avait pas assez de sécurisation, et à l'organisateur qui a accepté justement, comme vous le disiez tantôt, que le club choisit le terrain de jeu et la fédération a seulement dit OK. Non, il ne faut pas seulement dire OK. Il faut regarder tous les aspects, s'assurer qu'il y ait une escorte militaire, s'assurer tout ce qui doit advenir pour sécuriser à la fois les acteurs, même les spectateurs qui entrent dans ces lieux. Donc, on va dire que les torts sont partagés et vivement que cela ne se répète plus. On a vu une nouvelle programmation et je pense que ce stade-là, on va plus jouer des matchs d'élite de ce côté s'il n'y a pas la sécurité
garantie. S'il n'y a pas la sécurité garantie, d'autant plus que les joueurs ont d'ailleurs frôlé le pire, et d'autant plus également que les officiels et même les différents staffs techniques, y compris ceux de PWD de Bamenda, étaient tous en danger théorisé. Décidément, on est en proie à un championnat où pratiquement tout ne va plus. On parle de manque d'ambulance dans certaines rencontres, on parle également de problèmes d'insécurité dans d'autres rencontres. Est-ce qu'on peut se dire véritablement que le Conseil transitoire de football a fait un communiqué biaisé la veille lorsqu'il revenait sur les modalités sécuritaires ou alors les conditions sécuritaires qui étaient réunies pour abriter cette rencontre comptant pour la 11e journée? Bon, là je ne saurais dire qu'en ramassant le caillou, l'oiseau t'a vu. Le CTFP a pondu un communiqué. Il ne savait pas ce qui allait se passer en avance, vu que ce n'est pas le premier match qu'on joue là-bas depuis le début de saison, si je ne me trompe, fille comme garçon. Ça veut dire que c'est un incident qui est arrivé, cela n'était pas prévu. On voit des incidents arriver dans presque tous les championnats. On voit ça en France. On parle des coups de feu, je ne refuse pas. Je parle de... Là, je suis encore d'incidents. C'est-à-dire, je globalise, je généralise encore tout. On voit des incidents, on voit tout un camp de supporters qui envahit le terrain et tout et autres. Mais sauf que là, on parle d'une zone de guerre. Pour moi, dès le départ, j'ai toujours décrié que les matchs se jouent de ce côté. Certes, c'est vrai, chaque club voudrait faire vivre à son public l'effervescence de leur match et autres consorts. Mais on devrait prendre en compte que le Bamenda est une zone de guerre. Oui. Alors, ne pas mettre des vies en danger serait un mieux pour peut-être le CTFP, peut-être pour la fédération, peut-être pour le gouvernement. Moi, je le pense. Mais à côté de cela, je vais peut-être dire ici que l'État, pas l'État, le gouvernement est, comment je vais dire, est le principal responsable de tout ceci. Quand vous regardez le championnat ivoirien, vous voyez les aires de jeu, ce sont des stades magnifiques, ce sont des grands stades. On a des infrastructures au Cameroun qui ne sont pas utilisées pour ce dont ils sont fabriqués. Je parle peut-être ici d'Olembe où on organise des fêtes de je ne sais trop quoi. Au lieu de mettre les stades à la disposition, peut-être je vais dire comment, du championnat camerounais, ça nous éviterait d'avoir ce genre de comportement. Ça revient avec ce problème de l'Ouniès. Oui, je reviens avec le même problème. Avec les infrastructures, on l'a vu, même avec le stade Omispo Amadou Aïdo, on préfère utiliser les annexes. Pourquoi utiliser les annexes et laisser nos pelouses, comment on va dire, se dégrader? Parce que ce qu'ils utilisent, c'est qu'ils louent. Non, je refuse. Non, je ne parle pas de location ici. Je parle de manque de moyens. Non, je parle de l'État. Ici, je suis au niveau de l'État, c'est-à-dire le premier sportif camerounais qui décide de mettre à la disposition du championnat camerounais les stades. C'est-à-dire, il décide que Olembe, Japoma, autres consorts là, nos grands stades, là, Kwekong et autres consorts, on met ça à la disposition de notre... Pour entrer en possession de ces stades, justement, même on peut mettre à la disposition. Maintenant, il faut louer. Non, on ne se comprend pas. Quand je parle ici de mettre à la disposition, c'est la gratuité. C'est la gratuité, c'est-à-dire, je vous offre ces stades pour que le football au Cameroun essaie peut-être de retrouver ses lettres de noblesse. En retour, où est-ce que l'Ouniès trouvera dans les fonds pour entretenir ces infrastructures après la gratuité? C'est l'État qui paye. Quand on parle de gratuité, ça veut dire que l'État se rassure. On a vu l'État qui a donné près de 560 millions. Toute une saison. C'est possible, c'est faisable. C'est-à-dire, on va éviter de prendre les risques. Bon, disons quelque chose de grand et de simple. Nous sommes à Bamenda, à Bambili. Il y a des coups de feu, les joueurs sont séquestrés. Que ce soit les deux équipes et les autres consorts, Coton, Canon. Vous savez combien est-ce qu'on va demander? Vous savez quelle est l'image du Cameroun qui est divulguée? Mais c'est terrible à l'approche des élections. Je ne vais peut-être pas entrer de ce côté. Je vais simplement dire ici qu'il y a des stades qui ne devraient plus abriter certains matchs. Même lorsqu'on se retrouve peut-être à Garoua pour abriter un match de Coton. Oui. C'est risqué à un moment. Ok? Peut-être on parle de Boko Haram qui est plus dans la zone de l'extrême nord et autres consorts, mais ils sont envahis partout. Ça veut dire que même au nord, on peut se retrouver avec des coups de feu. Est-ce qu'il n'y a que Yaoundé qui est en sécurité? Ça, c'est une autre réponse, ça c'est une autre question, un autre consort. Je vais simplement dire ici que essayons d'être un peu plus responsables. Que l'État, pour moi, que l'État mette à la disposition des clubs
ces stades-là qui ont été construits, qui ont été fabriqués, même si c'est vrai que d'aucuns ne sont pas encore terminés, mais qu'on essaye de mettre ces stades-là à la disposition des clubs, ou alors à la disposition... Non, ces stades étaient déjà mis à la disposition. Moi je parle de la gratuité. Moi je parle de la gratuité. Les stades sont loués, je ne refuse pas. En début de saison, on a demandé à tout club de déclarer son stade. On a déclaré à tous les clubs, on a demandé à tous les clubs de comment on va dire ça, de dire où est-ce qu'ils vont recevoir leur match à domicile. Oui. Et je pense que ce stade de Bambili a été proposé, il n'a pas été refusé. Mais cet incident est l'incident de trop qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas en sécurité dans ce côté. Je n'ai pas envie de tirer sur une région ou alors d'autres personnes, mais on sait comment ça se vit là-bas. Alors prendre sur nous d'envoyer des joueurs de notre championnat de première division là-bas, non mais c'est un risque total que nous sommes en train de prendre. Ça prouve qu'à un moment, nous ne sommes pas conscients. Et à un moment, nous ne sommes pas assez sécurisés lorsqu'on prend de telles initiatives, en fait. De telles initiatives également, peut-être pour nos invités qui vont sans doute coller un mot sur cette actualité sur le plateau. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase avec cet incident? On parle des coups de feu en pleine rencontre de football. On peut dire que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase parce que ça aurait pu être pire. Oui. C'est vrai que je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas, je n'ai pas trop eu d'informations à propos de ça. Mais ça pourrait être pire, ça aurait pu être pire. Donc du coup, les responsables sont les organisateurs, les présidents de clubs, la fédération de football, l'État, tous sont responsables. Parce que ça fait plusieurs années qu'on sait que c'est une zone très dangereuse au Cameroun. Pourquoi courir le risque d'aller organiser une compétition là-bas? C'est tout ce que je peux dire. Voilà donc qui est dit, une zone assez risquée. Et-elle, Richard? Après, avant même cet incident qu'on a vécu, on avait déjà des signes précurseurs que rien n'allait de ce côté avec ce problème de répartition des recettes des stades qui avait d'ailleurs surgi entre l'équipe de l'Union sportive de Douala et le secrétaire général du conseil transitoire de football. Est-ce qu'on peut se dire que ce problème de répartition des recettes des stades était lié au choix des différents stades qui vont abriter les rencontres, puisqu'on l'a vu du côté de l'Union sportive, qui avait d'abord choisi un stade et qui après s'est vu rembourser pour après revendiquer de l'argent, tous ces méli-mélos. Est-ce qu'on devait déjà s'y attendre avec ce qui a commencé du côté de Douala? Bon, c'est vrai que c'était pour, on va dire, éviter justement cette tracasserie. Parce que quand vous avez votre stade, c'est vous qui gérez la billetterie et c'est vous qui, on va dire, gardez les recettes. Oui. Tout petit peu des fonds qui rentrent. Et après l'incident du côté de l'Union sportive de Douala où on a eu cette cacophonie là, c'est la FECAFOOT qui organise, c'est le CDF qui organisait, c'est l'Union. Chacun a voulu peut-être avoir les garde-fous pour dire que bon, comme ça s'est passé de ce côté-là, l'équipe de Bamenda a voulu justement avoir des garanties. Mais on va également se poser la question, quand on a vu les images justement de ce stade, est-ce qu'il y avait la garantie d'avoir une recette? Rien du tout. Une recette. Quand vous voyez vous-même le stade, c'est pour ça que je parlais d'un stade Mais en même temps, était Richard, allant dans le même sens. Il faut peut-être également rappeler que du côté d'Odja, justement, est-ce qu'on peut avoir, on va dire, des recettes de stade? Mais sauf que du côté d'Odja, on paye l'entrée lors de la Guinée Super League. Ah bon? Pas la Guinée Super League, j'allais dire les Ligue 2. Bien évidemment, lors de la récente rencontre qui a opposé Eding à Tonnerre, également FAP contre l'équipe de l'Union sportive d'Abomban. J'ai couvert précisément cette 9e journée, on payait l'entrée. Oui, bon, c'est vrai que... Pour ne pas avoir où s'asseoir en tout cas. C'est pour être où? On n'a pas de gradin. Si, on va dire, il y a déjà des barrières, parce qu'on va dire le stade c'est autre chose. S'il y a déjà une barrière sécuritaire, là on peut tolérer. Parce que là, je ne veux pas dire que c'est un bon choix, mais on peut tolérer. Mais moi, c'est surtout cette infrastructure de Bamenda, là-bas, je reviens toujours. Bamenda, là, c'est pas différent de la FECAFOOT. Non, c'est quand même différent. Pas différent, non. C'est quand même différent à un certain point. Là, c'est Bambili, on parle de l'école. On parle de l'école, on parle du stade. C'est un centre technique. C'est un centre technique qui n'a pas de place assise. Mais sauf qu'il n'y a pas de place assise. Ça n'a pas de place assise, mais c'est la même chose. Il y a quand même des barrières. Il y a quand même des barrières. Non, il y a une seule barrière. Là, c'est l'école. Non, il y a aussi une barrière. Bambili a une barrière. Justement, c'est ce problème de barrière et tout ça qui fait en sorte que
on peut avoir des intrusions. Donc si on peut éviter à l'avenir que ces intrusions-là ne puissent pas arriver, donc ce serait la meilleure chose. Oui. Vous voyez que pour la prochaine journée, on a pu choisir, Young Sport ne va pas jouer du côté de Bamenda, c'est à Bamenda que le match de Young Sport va se dérouler. Donc peut-être on a pris des mesures de ce côté-là, même si je déplore également qu'on a déjà passé plus de 48 heures et il n'y a aucune communication formelle, un communiqué, que ce soit de la fédération ou du CTFP, pour indiquer la suite à tenir, les responsabilités et autres. Il faudrait également que la hiérarchie se pointe de ce côté-là. Le gouvernement n'a pas eu de à communiquer sur cette affaire. C'est un peu déplorable que ce soit seulement les clubs qui communiquent, les joueurs qui communiquent et les autorités en place ne puissent pas communiquer dessus. On passe simplement à la prochaine journée. On n'a aucune réaction sur la journée précédente, ce qui va arriver. J'espère que d'ici la fin de cette semaine, peut-être on était pris par la fête de la jeunesse, on va tout faire pour remettre les choses en place et qu'à l'avenir, de telles situations ne reviennent plus sur place. On espère bien. Thérisé, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Est-ce que décidément, ce n'est pas au club qui abrite la rencontre d'assurer les conditions sécuritaires nécessaires à son adversaire du jour qui se déplace, notamment la sécurité, comme on le dit, pour qu'on n'ait plus à vivre ce genre de situation, ou alors c'est la charge de la fédération qui devrait revenir sur ces conditions sécuritaires, se rassurer véritablement que tout aille pour le mieux, ou alors c'est le conseil transitoire de football professionnel pour vous qui devrait s'assurer véritablement des conditions sécuritaires dans une rencontre, dans une telle rencontre? Non, à la base, je pense que c'est le club qui reçoit. Parce que vous proposez un stade, et lorsque vous proposez un stade, vous vous rassurez de tout. C'est-à-dire sécurité, autres et consorts et tout. Maintenant, le CTFP vient juste pour vérifier si c'est fait, si c'est exact. OK, et après, voilà, la FECAFOOT va donner son mot d'après les résolutions ou alors les dits du CTFP, simplement, pour répondre à la question, pour ne pas tirer de loin l'âge. De toutes les façons, on espère que c'est une actualité ou alors une scène qu'on ne va plus vivre jusqu'à la fin de cette saison du côté du championnat professionnel MTN Elite One ou encore en Elite 2. Peut-être Raïssa, qui peut-être un mot autour de cette actualité. Vous avez un mot à dire, un mot à coller autour de cette sécurité autour des stades. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense que nous avons tiré des leçons. Oui. Et que dorénavant, il y aura des dispositions prises pour que ce genre de trucs ne se produisent plus. C'est tout ce que je peux dire. C'est un très grand risque. Très grand risque. Aller jouer avec les coups de feu, c'est un traumatisme. J'ai fait l'accident une seule fois dans ma vie. Et je vous assure, les mois d'après, pour que je prenne un taxi, j'emprunte un taxi, c'était des problèmes. C'est-à-dire même le coup de frein bizarre, j'étais traumatisé. J'avais peur. Mon accident n'était pas genre, j'ai eu un choc physique, mais mentalement j'étais touché. De imaginer quelqu'un qui n'a jamais eu à suivre le bruit. Mon frère me demande souvent, est-ce que tu as suivi? Il me dit, l'âme parle. Je dis, ça parle comment? Il me dit, non, ça parle. Tu étais là-bas, tu étais à Bamenda? Non, je n'étais pas à Bamenda. Il me dit, ça parle. Je lui dis, ça parle comment? Il me dit, demande à quelqu'un qui est dans l'armée, quel est le son, alors le bruit de l'âme. Le langage que l'âme communique. Donc vous voyez des jeunes qui sont dans une salle de classe, qui ont écouté des coups de feu, c'est-à-dire plus de peut-être 50 coups de feu. Vous imaginez comment ils sont? Je ne sais pas si le club a, comment on les appelle souvent, des psychologues. Des psychologues. Je ne sais pas. Parce que pour que ces jeunes puissent encore descendre sur un terrain de football, enlevant peut-être le côté de l'amour du football, mais à un moment, il y a ce qu'on appelle un traumatisme. D'accord? Et là, c'est risqué. Et je suis très surpris, comme était le dit, de ne pas voir que ce soit un communiqué de la FECAFOOT, que ce soit un communiqué du CTFP. Je relisais encore un communiqué du CTFP ce matin où il parlait de la FIFA qui revenait sur la sécurité la FIFA et consorts. Mais c'est des choses envoyées à la poubelle. Ce qu'ils ont pondu là, c'est des choses envoyées à la poubelle. Ils n'ont pas pris acte de ça. Ce sont des questions qu'on se pose. Et moi, je le dis ainsi parce que je sais que l'émission est suivie par ces personnes-là qui sont à la FECAFOOT et au CTFP. C'est dommage pour eux. Et je pense que ces personnes devaient être sanctionnées. Tous. Je le dis. Je suis direct. Je suis sec. Parfois, il le faut.
Voilà qui est dit et les résolutions en tout cas et les leçons sans doute ont été tirées autour de cette actualité. On va revenir avec nos invités sur le plateau. Je vous le disais, on va panacher en tout cas sur les thématiques. On parle encore et toujours d'haltérophilie, voilà, sur le plateau avec nos invités en studio. Alors, Raïssa, est-ce que au-delà des motivations que vous avez eues pour pratiquer cette discipline, notamment qui est l'haltérophilie aujourd'hui, une discipline que vous portez à cœur, est-ce qu'on peut avoir déjà les sources de motivation pour ceux-là ou celles qui vous regardent aujourd'hui comme modèle et qui souhaitent suivre vos pas professionnellement parlant, parce qu'il faut le dire, c'est un parcours assez exceptionnel que vous avez avec vous. Bon, la seule motivation que je peux apporter à ceux ou celles qui me regardent, c'est d'abord, c'est un sacrifice aussi. Oui, il faut beaucoup faire de sacrifices, c'est-à-dire en termes de, déjà, en termes d'entraînement. Oui. Aller aux entraînements, il faut savoir ce qu'on veut. Déjà, si tu sais ce que tu veux et si tu sais où tu vas, forcément, tu auras je ne sais pas quel mot je peux utiliser, voilà. Donc, à part le fait que j'ai été motivée par d'autres personnes, et je suis observatrice aussi. Oui. J'observe beaucoup. Donc, c'est-à-dire, je peux regarder par exemple, là, je me dis, mais comment il fait pour arriver? Quels sont les sacrifices qu'il fait? Donc, tout ça, c'est une source de motivation. S'il n'y a personne pour te motiver, il faut aussi qu'à un moment donné, tu t'arrêtes. Oui. Tu regardes, tu observes. Si l'or performe, comment il fait? Ça veut dire qu'il y a des choses aussi que tu dois éliminer dans ta vie. Parce que tu ne peux pas vouloir certaines choses et tu ne fais pas des sacrifices. Ça veut dire que si j'aimais trop, par exemple, entre parenthèses, si j'aimais trop sortir, je diminue mes sorties. Si j'aimais peut-être trop les hommes, je diminue. C'est une partie que vous devez retenir, vous qui souhaitez pratiquer l'haltérophilie. Bon, pourquoi? Allez-y. Parce que comme l'haltérophilie, ne l'arrêtez pas. Parce que l'haltérophilie, c'est un sport qui sollicite beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Donc, si tu ne te disciplines pas, c'est par exemple, je vais prendre le cas d'un athlète, par exemple, qui pratique de l'haltérophilie. Oui. Et qui vit une vie en l'air. Tu n'auras pas le même rendement que celui qui est concentré. Forcément, tu ne peux pas avoir le même rendement que lui. Parce que parfois, on rencontre cette difficulté-là que, par exemple, je suis avec Laure, moi je mène une vie de débauche, et qu'il est concentré. Ça peut arriver que lors d'une compétition, je passe devant lui. C'est pas parce que, je vais utiliser quel mot, si je suis passé, ça peut arriver que je passe devant lui. Oui. Ça peut vraiment arriver. Parce que il y a aussi ce qu'on appelle le mental. En haltérophilie, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je suis passé devant l'or. C'est le travail qui était resté dans mon corps. Or, l'or, lui, travaille pour quelque chose à venir. Il travaille pour quelque chose. Ben, je peux venir, j'ai battu l'or ici, content. Or, lui, ce n'est pas son objectif. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais, justement. Et puis, l'objectif maintenant, le but qu'il faut atteindre maintenant, tu arrives là-bas, tu vas te buter. Parce que, déjà, tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où tu vas. Tu fais aussi parce que, je vois les autres faire, beaucoup font aussi ça. Je fais aussi parce que... Par contre, si je vais insister sur le fait de la vie des débauches, je vais beaucoup insister sur ça. Parce que pour un athlète qui veut aller loin, il y a beaucoup de choses à éliminer. Par exemple, l'homme a parlé d'une formation ici. L'aspect qu'on a eu, on a eu la grâce que c'était aussi un Olympien et une figure mondiale. Oui, une figure mondiale. Oui. Et dans cette formation que nous avons eue, il y avait aussi des athlètes parmi. Et il a profité pour nous briefer. Il nous a dit ceci. Il a pris exemple sur lui. Il disait, il pouvait faire pratiquement 8 mois. Ça m'a beaucoup intéressé, moi particulièrement. Il disait, je pouvais faire 8 mois sans toucher une femme. J'étais la première à crier que... Oui, j'étais la première.
Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à concevoir ça. Et dessus quoi il dit que sa femme dormait à côté de lui. Il a répondu que si c'est moi, ta femme n'aurait pas te laissé. Oui, moi je lui ai répondu ça. Pendant cette longue période. Oui. Et quand il a développé, il a dit, quand tu sais ce que tu veux, et c'est aussi, quand tu fais le sport, bon, généralement, moi je conseille beaucoup les femmes, par exemple. Quand tu fais le sport, tu es dans le monde du sport, quelle que soit la discipline. C'est bien d'avoir une compagne. Ta compagne doit être dans le même milieu que toi, parce qu'il te comprend facilement. Parce que si il ou elle n'est pas dans le même milieu que toi, il ne peut pas te comprendre. Et je pense qu'il a eu cette grâce-là, que sa femme l'a comprise. 8 mois. Et sa femme était dans le domaine également? Elle est dans le domaine. Je ne l'ai jamais demandé. Bon, c'est un conseil que je donne en fait. Oui. On compte des cas très rares où la femme est... et que tu arrives à aller là où tu veux. Donc, il disait ça. Et il a mentionné le fait que on venait souvent, quand on me voyait là, je venais, on me voyait avec une femme. Il dit exactement, moi, il te voyait toujours avec une femme. Comment tu me dis? Il dit, elle était comme, la femme est comme un décor. Il disait, elle était comme un décor. Et elle arrivait là, elle était seulement présentable. Et puis quand on arrive, rien ne se passait. Je suis restée dans ce, il dit, waouh. Et il a mentionné des efforts. Quand tu t'entraînes, le corps il travaille. Oui. Et puis quand tu pars, tu lâches ça comme ça, tu perds en énergie, tu perds en force, beaucoup plus chez les hommes. Il a dit ça, beaucoup plus chez les hommes. Chez la femme aussi, c'est le cas, mais pas trop, c'est régulier chez la femme. La femme, ça l'aide juste à évacuer le stress. Mais moi, ça m'a... C'est le stress? Non. Oui, mais sauf que je suis pas en performance. Oui, tu perds aussi en performance. Quel que soit le cas, tu perds quelque part. Non, le stress, c'est le stress. Pourquoi la femme c'est le stress et chez nous c'est pas le stress? C'est le stress, mais sauf que chez nous on peut en performance. Oui. C'est ça la différence entre l'homme et la femme. Bon, ça devient très dur, mais peut-être Oui, moi j'ai une autre question hein, pour Laure et Raïssa. Alors, quelles sont les difficultés, c'est-à-dire les problèmes que vous avez rencontrés personnellement dans le domaine? C'est-à-dire, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, que ce soit lors du championnat ou alors peut-être des préparations, ou peut-être même de l'autre côté? Quelles sont les difficultés, les problèmes que chacun a rencontrés? Peut-être avec Laure d'abord. Bon, moi personnellement, les problèmes que j'ai eu beaucoup de problèmes lors de l'initiation. Parce que c'est vrai que je pratique cette discipline parce que mon père la pratique aussi. Ouais. Mais au moment où je me lançais dans la discipline, il n'était pas très disponible. Donc du coup, il me donnait des programmes, il essayait de m'accompagner quand il était là. Mais j'essayais de m'entraîner tout le temps, il n'était pas là tout le temps. Donc du coup, j'ai eu une initiation très difficile. Parce que je n'étais pas très bien encadré. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à rencontrer les athlètes des autres clubs, on a essayé de partager, de faire des entraînements ensemble, en groupe, les championnats interclubs, ça allait de mieux en mieux. Bon, moi la difficulté que j'ai rencontrée, c'est beaucoup plus dans le domaine dans lequel je suis en train d'insister. La vie de... Ouais. Oui, parce que quand tu es... Tu as beaucoup aimé la vie de débauche? Pas beaucoup vraiment. Bon, enfin, je ne veux pas dire vie de débauche parce que le côté là, bon, j'aimais trop... Il faut être vrai. Hein. Je suis vrai. Ok, d'accord, ça marche. Moi, je sais que la vie de débauche, c'est quelque chose de bien. Après, bon. Je n'ai pas... Bien dans quelle mesure tu es Bon, visé? bien, parce qu'il faut se mettre bien. Vous savez, avant de venir ici, j'écoutais une musique. Non, j'écoutais une musique particulière. Non, on ne se comprend pas, on ne se comprend pas. Moi, je sais faire la part des choses, ok? Mais justement, lorsqu'il faille travailler, on travaille. Justement. Mais après, vous n'encouragez pas le travail, vous êtes seulement dans la débauche. Non, elle a pris l'exemple de débauche. C'est pourquoi moi j'ai parlé de débauche. Et vous avez encouragé? Non, voilà. Non, moi j'encourage. Non, on dit ceci. On a parlé de 8 mois. Vous avez retenu. Non, on a parlé de 8 mois sans toucher, sans avoir de rapport, sans. Je suis d'accord. Ça, c'est le temps de travail et je le dis à tous les sportifs. Vous n'avez pas appuyé. On supporte le temps de travail. On supporte les entraînements. Parce qu'après les entraînements, si tu les as supportés, il y aura un rendu meilleur. Ça, c'est clair, je le dis à tout le monde. Mais après cela, s'il faille s'amuser, on s'amuse. Pourquoi vous insistez sur Non, je n'insiste pas. Non, après, tu sais, quand je parle d'amusement ici, c'est pas forcément consommer de l'alcool, picoler, autre consort, non. Je parle d'amusement ici, c'est-à-dire, on peut être à la maison en famille, on invite des cousins et autres consorts, on se raconte des histoires de quand on était petit.
C'est pour évacuer Voilà. toute cette pression-là qu'on a eue pendant 8 mois, le championnat et compétition et autres et consorts. C'est l'une des manières, de chasser le stress. Pas forcément sortir, picoler, autres et consorts, non. Quand je parle ici d'amuser, vous me prenez beaucoup plus au premier degré. Or, c'est pas ça. Je sais bien faire la part des choses et la différence. Allez-y, Raïssa, poursuivez. C'est vrai qui, de temps en temps, prend le temps de parole de Raïssa pour... surtout quand il y a des débauche à l'intérieur. Pour parler beaucoup plus lorsqu'il s'agit de débauche à l'intérieur. Oui. Après, moi, j'ai peut-être eu un autre souci dans la tête, c'est les entraînements. Comment ça se passe? Est-ce que vos entraînements, ce n'est que soulever les barres? Est-ce que vous courez? En fait, qu'est-ce que vous travaillez, hormis peut-être les muscles, les appuis, c'est-à-dire les cuisses, les biceps, autres et consorts? Est-ce que vous courez? Est-ce que vous, comment on dit ça? Peut-être chez nous, quand on joue encore au basket, on faisait des demi-tours, on faisait comment on appelle ça? On va peut-être de la barre comment on appelait ça? La barre la barre de fond pour le milieu. On revient peut-être à la barre des 3 points, on quitte les 3 points, on repart au milieu, autres et consorts. Comment est-ce que ça se passe vos entraînements? Je veux savoir, parce que moi je vois la théophyte, La plupart des gens pensent que la théophilie c'est aller en salle, soulever les mêmes charges tous les jours, les mêmes charges tous les jours. En général, l'entraînement chez nous est basé sur les pourcentages. Sur les pourcentages, parce que nous sommes des humains, tu ne peux pas venir tous les jours travailler à 100%, tu ne vas pas arriver, tu vas venir nulle part. Donc, nos programmes d'entraînement sont structurés sur 3 périodes. Il y a ce qu'on appelle la période foncière, période pré-compétition, période compétition. Donc c'est bien structuré. Pendant la période foncière, tu peux faire des courses, tu peux faire le vélo, tu peux faire... Donc c'est bien organisé. Donc nos entraînements ne se font pas au hasard. C'est pas tout le temps qu'on soulève des charges. C'est pas tout le temps qu'on fait des luttes de charges. D'accord. Et voilà qui est dit. Peut-être, on va peut-être prendre un dernier mot autour de cette actualité avant de boucler le plateau avec l'actualité concernant la Ligue des champions européenne de football qui est annoncée également ce soir avec les rencontres comptant pour les barrages. Alors, lors sur le plateau, peut-être un dernier mot concernant l'ouverture de saison 2025 prévue du côté de Berthois. Qu'est-ce qu'on s'est dit finalement? Qu'est-ce qu'on retient finalement autour de cette actualité s'il fallait faire un résumé? Bon, en gros, on va inviter tout le monde à venir vivre l'événement du côté de Berthois et dire aux téléspectateurs que les compétitions vont s'organiser encore dans d'autres régions et on va essayer de faire vivre l'haltérophilie. On va essayer de faire vivre l'haltérophilie. Raïssa Dufak, qui sera également de ce côté. Un dernier mot pour les téléspectateurs de Boulevard des Sports. Est-ce que vous leur donnez rendez-vous concernant la compétition proprement parlant pour ceux qui ne vous ont jamais vu en plein exercice comme Thérisé qui... Bien sûr. Non, comment ne pas vous... Oui, ça, moi je l'ai vu déjà. Je l'ai vu en plein exercice déjà une fois. Après, j'ai eu peur. Ah bon? Ouais. Ça veut dire qu'elle me soulève comme si j'étais un papier, frère. Je l'ai vu déjà. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas, ce jour, elle n'a pas compéti pendant longtemps. C'était juste des, comment on va appeler ça? Des essais. Oui. Voilà. Mais du coup, ça va où c'était? C'était à, comment on appelle ça déjà là? C'est Chinga? Oui, à la maison du parti. Ah, le Campana. Ah, d'accord. Ah, lors de la Coupe du Cameroun. Ah oui. Le visage me revient. Vous voyez, ah oui. Je suis un mécène. Mais à un moment donné, vous avez cherché avec mes yeux fatigués. J'étais appelé à d'autres fonctions. Il y avait match, il y avait Cameroun, rencontre Cameroun-Cap-Vert où on était également appelé à nous rendre. Oui, je vois, je me rappelle. J'ai même vu que c'était ton ami. Je crois que je t'ai demandé que, mais où le gars brun beau qui était ici là? Voilà. Non, sérieux, ça me revient. Moi, j'avais une question. Alors, peut-être avant le complet. Oui, allez-y. Peut-être, est-ce qu'il y a un âge pour démarrer la discipline haltérophile ou bien, même si tu as 30 ans, tu peux entrer dans le bain? Est-ce qu'il y a un âge qui est conseillé? Bon, ça dépend aussi de l'environnement. Il y a des gens qui sont nés dans un milieu où il y a les haltérophiles. Comme moi, par exemple, mon père il a pratiqué et je suis né dans un endroit où les gens pratiquaient. Donc, du coup, très tôt, je me suis lancé. Parlant de l'âge, il n'y a pas d'âge. C'est vrai que tu commences tôt, tu peux durer dans la discipline, tu commences tard. Jusqu'à un certain âge, quand même, la performance n'évolue plus. Donc, c'est tout ce que je peux dire.
Peut-être avec cette question, on comprend par là qu'Etel également souhaite. Non, c'est pour prendre les numéros de Thierry, on ne sait jamais. Il a pris rendez-vous là-bas, il peut aussi prendre rendez-vous à l'hôpital. Ah, pour moi, un rendez-vous pour moi. Pourquoi vous pensez qu'il ne peut pas? Il peut pas dire qu'il ne peut pas. Je vais supporter. Dès qu'il va finir, il faudra qu'on prenne soin de lui. Pour faire des massages. Ok, d'accord. Alors, mais pas à l'hôpital surtout. Les massages à l'hôpital, je ne suis pas d'accord. Raïssa, un dernier mot pour ceux qui nous regardent concernant cette ouverture des saisons. J'invite, bien sûr, je vais inviter Horizon Sport à venir nous encourager. Oui. Et pour les téléspectateurs, je les invite pas seulement à venir regarder, mais je les invite aussi à amener, que ce soit, amener les parents, que ce soit les enfants, à venir pratiquer, essayer, afin qu'on ait plus de vulgarité. Et je vais aussi dire merci à la Ligue régionale du Centre pour le gros travail qu'ils sont en train d'abattre, parce que depuis un bon bout de temps, ils sont en train d'abattre un costaud travail, c'est-à-dire de détecter les talents. Oui. C'est pour ça que l'OADI c'est en train de s'étendre. Donc, pour une première édition à Berthois, c'est parce qu'il y a eu des détections, c'est ça, on a détecté, on a formé, et puis c'est ça, c'est tout ce que je peux dire. Voilà donc qui est dit. Le rendez-vous est pris du côté de la maison du parti de Berthois le 1er mars 2025 en ce qui concerne cette ouverture des saisons du côté de la Fédération camerounaise d'haltérophilie. On s'intéresse cette fois-ci à l'actualité liée à la coupe aux grandes oreilles. Ce soir, on remet la balle au centre dans le cadre des barrages de cette compétition et on va faire un débrief assez rapide ou alors un décryptage assez rapide de ces différentes affiches avec nos invités sur le plateau. Etel Richard, on commence par vous. Lorsqu'on parle de l'affiche qui mettra aux prises Stade Brest contre le Paris Saint-Germain, pour vous, qui peut faire quoi? Quelles sont les forces en présence dans cette rencontre? C'est vrai que Brest se sublime souvent en Champions League. On l'a vu avec 4 victoires en 8 matchs disputés, même si la dernière c'était la défaite face au Real Madrid, mais face au Paris Saint-Germain, on va pas faire le poids. Il ne va pas trop faire de miracles, parce que les 2 derniers matchs qu'ils ont disputés face aux Parisiens, c'était les défaites. Et le dernier, c'était une défaite 5-2, même s'ils avaient égalisé à un moment. Donc, je pense que Paris Saint-Germain est parti pour se qualifier, puisque c'est un aller-retour. Peut-être Brest peut faire l'exploit ce soir en obtenant soit le nul, soit une victoire, mais pour la qualification, je pense que le Paris Saint-Germain, son chemin est tout tracé. Son chemin est tout tracé. Une autre grosse affiche à suivre sans doute lorsqu'il sera à 21h. Il s'agit de Manchester City contre Real Madrid. Alors, Thérèse, à ce niveau, on a une équipe des Citizens qui est quand même galvanisée, menée par Pep Guardiola, avec Erling Haaland qui est quand même en forme. Et en face, on aura Kylian Mbappé et le Real de Madrid. Est-ce qu'on peut se dire que le Real a quand même la possibilité de tirer son épingle du jeu dans cette partie? Je ne veux pas seulement dire le Real, je veux dire les deux ont possibilité de tirer. City venir à bout du Real. C'est possible, tout comme je vois le Real venir à bout avec la loi du domicilié. Non, pas vraiment la loi, mais tout est possible. En fait, déjà, lorsqu'on regarde le football ou alors les rendus des deux clubs pour l'instant, on se rend compte que le Real est au-dessus. Hein. C'est vrai que je parle peut-être en faveur des Madrilènes, mais il faut être vrai, il faut faire la lecture. City a peiné pour se qualifier, c'est-à-dire être au niveau des barrages, c'était très difficile pour eux et à quelques points près, ils étaient disqualifiés. Donc je vais dire simplement que le Real part sur des bonnes bases. Ils peuvent aller titiller le City à Etihad Stadium, c'est possible, ce n'est pas interdit. Déjà qu'ils ont une très grande palette de joueurs qui individuellement sont plus costauds que ceux de City. Sur tous les compartiments, c'est possible. Mais néanmoins, ça reste un match et ça reste City à domicile. City à domicile, c'est une baleine bleue avec laquelle on ne joue pas, on ne s'amuse pas. Quand on sait quelle est la ferveur ou alors quelle est l'ambiance que vit Etihad Stadium lors des matchs à domicile. Donc je reste sur mes mots et je me dis le Real peut titiller City à Etihad Stadium. Titiller City à Etihad Stadium est-elle quand on sait qu'en face on aura Kylian Mbappé, Vinicius Junior, voilà, Jude Bellingham, ils sont nombreux qui vont prendre part à cette rencontre.
est-ce que le Real pourra faire valoir son titre de club le plus titré, si on peut le dire ainsi, et également son statut en Ligue des Champions, bien évidemment, et aussi son statut de meilleur club en termes de remontada? Vous voyez l'exploit du côté de l'Etihad Stadium de la part du Real Madrid ce soir? Bon, peut-être pas un exploit. Comme vous le dites tantôt, c'est une manche aller, il y a la manche retour. Tout peut se plier, tout peut se faire à la manche aller. Déjà bien négocié, comme on dit. Oui. Même pas encaisser un 5-0, c'est déjà ça. Et le problème, ce sera le compartiment défensif, parce que c'est là où le bas blesse, du côté de City même, du côté du Real également. On a vu récemment avec les blessures de Rudiger, l'absence de Lucas Vazquez également, pas d'Alaba. Donc ce sera une défense qu'on devra suivre de près du côté du Real Madrid. Et City également qui a des problèmes, parce que peut-être c'est le mental du côté de City. Après avoir enchaîné beaucoup de défaites, l'absence de Rodri, après ce ballon d'or gagné, c'est comme si c'était une descente aux enfers du côté de City. Pensez que son retour ils sont vraiment en train de revenir. Son retour peut faire quelque chose, ça peut faire du bien. C'est pas maintenant que Rodri va revenir, peut-être d'ici la fin de saison. Oui. Mais pour l'heure, je pense pas que le retour de Rodri est sur la table. Pour le moment, ils doivent jouer sans lui. Et je vois que City est en train de revenir, donc il faut faire attention à cette formation-là, ne pas la prendre de haut et surtout rester vigilant. On sait que le Real Madrid a toujours ses dernières cartes dans les 15 dernières minutes. Donc tout peut se jouer à ce niveau-là. Surtout que vous parlez. Ouais, il est madrilène. Non, je ne suis pas supporter ce club. Non, moi je suis du club de Dieu. C'est pas question d'être madrilène. Le club de Dieu, c'est pas le Barça. Oui, c'est le Barça. C'est du club de Dieu. Voilà, du coup, j'ai. Ouais, sur le plateau, Raissa qui ne cache pas son appartenance au FC Barcelone et peut-être Laure également qui Il est madrilène, ça se voit. Sans doute madrilène. Ah, ok, d'accord. Alors, voilà, c'est du club de Dieu, donc il est le seul madrilène, il faut le dire. Mais néanmoins, vous êtes bien parti peut-être pour gagner ce soir. Alors peut-être une autre affiche intéressante, le Celtic Glasgow qui affronte Bayern Munich à la maison. À ce niveau, on a vu une équipe de Celtic qui a évolué avec pas mal de belles performances jusqu'à ce niveau de la compétition. Est-ce que dans le cadre de cette affiche comptant pour les barrages, on pourra voir une équipe de Bayern Munich menée par Harry Kane qui pourra sublimer avec cette grosse machine qui est souvent mise sur pied par les Bavarois ce soir? Compagnie, on va dire ça comment, Compagnie a le vent en poupe avec ce club depuis son arrivée. Il fait des belles prouesses. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur du Celtic. Quand je parle d'avoir peur, c'est du style de jeu proposé. C'est vrai, ils ont eu des costauds pendant la phase aller. Mais là, on parle de la Champions League et on parle du Bayern Munich. On parle des, comment on va dire, des clients maison, c'est-à-dire ceux-là qui ont l'habitude de traverser un certain seuil. Donc, avec le style de jeu proposé des deux camps, je me dis le Bayern Munich est parti pour être largement supérieur au Celtic. Voilà qui est dit. Alors, est-elle peut-être la dernière affiche? Avant de conclure cette émission, il s'agit de Sporting contre le Borussia Dortmund. Deux équipes également qui ont montré leur niveau. Elles ont montré de quoi elles étaient capables au cours de cette campagne qualificative. Là, on parle d'une place qualificative pour les huitièmes de finale. Est-ce qu'on peut se dire que c'est du 50-50 ou alors on a une équipe de Borussia qui va favori devant l'équipe de Sporting? C'est un match équilibré parce que vous savez, le Sporting avait perdu son coach. Qui est parti du côté de Manchester United et après c'était la descente aux enfers où ils ont enchaîné plusieurs défaites en Champions League, notamment même face à Benfica et du côté de Borussia Dortmund également on a eu le coach qui a été viré et ils ont également enchaîné des défaites de ce côté-là. Donc c'est un match équilibré, mais je pense plus pour le Sporting qui est à domicile et qui lors de ces 3 derniers matchs a remporté justement haut la main ces rencontres. Du côté de Borussia, on essaie encore de trouver la patte Niko Kovac, le nouveau coach. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense plus que le Sporting a un avantage puisqu'il reçoit à domicile et forcément ça peut donner quelque chose.
ça peut donner quelque chose et pour être tout à fait complet sur les affiches comptant pour ces pour ces barrages, j'allais dire, de la Coupe aux grandes oreilles. Il faut dire que Juventus affronte PSV Eindhoven à la même heure, alors que le club Bruges sera aux prises avec l'Atalanta dans le cadre de cette compétition. Feyenoord, de son côté, aura une chaude explication contre l'AC Milan. Et puis, Monaco et Benfica également vont rivaliser la Grèce dans le cadre de cette compétition qui est rendue au barrage. Et c'est ici que s'achève cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les grosses équipes rédactionnelles et même de production qui ont participé pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Merci particulier à Ulrich et Yvan qui nous suivent depuis le complexe Béac, à l'encre du complexe Béac, ici même à Yaoundé, c'est au quartier Mvan, pas loin de nous. Merci de rester toujours fidèle à votre émission Boulevard des Sports. Merci à la coordination qui est assurée par Reine Christelle Tignem. On se dit à mardi prochain pour une autre édition de Boulevard des Sports. Bien le bonsoir. Audio